Mon petit ami a déclaré devant ses amis que si j'étais plus jeune et plus jolie, comme sa collègue, il m'épouserait sans hésiter. Et que c'était pour cette raison qu'il n'était pas sûr de vouloir se marier avec moi, même après 5 ans de relation. Je m'appelle Valentine, et je pensais tout savoir de l'homme que j'allais épouser dans 4 mois. 5 ans ensemble, 8 mois de fiançailles, et soudain, il agit comme un étranger incapable de décider s'il veut passer le reste de sa vie avec moi. Tout a commencé il y a 3 semaines avec de petits détails. Quand je lui ai montré la liste d'invités révisée, réduite à 180 personnes comme il l'avait demandé, il l'a simplement fixée et a dit « ça fait encore beaucoup de monde ». Lorsque le fleuriste a appelé pour l'approbation finale des centres de table que nous avions choisis ensemble, il m'a dit de m'en occuper seul. « Tu sais que je fais confiance à ton jugement », a-t-il dit, mais sa voix sonnait creux. Hier, la coordinatrice du domaine a appelé pour la date limite du nombre final d'invités. Je l'ai trouvé sur le canapé en train de faire défiler l'écran de son téléphone, et quand j'ai mentionné que nous devions confirmer les chiffres, il a à peine levé les yeux. « On peut en parler plus tard ? Je suis fatigué. » Mais il n'était pas trop fatigué pour continuer à scroller pendant encore 1 heure. Ce matin, je me suis réveillé pour le trouver déjà habillé pour le travail. Café à la main, évitant mon regard. Nous devons discuter du menu du traiteur, ai-je dit en le suivant dans la cuisine. Il a attrapé ses clés sur le comptoir et a marmonné quelque chose sur le fait d'être en retard. On gérera ça ce week-end, a-t-il dit. Mais le week-end dernier, il avait dit la même chose pour le photographe. Je planifie ce mariage presque toute seule depuis 2 mois maintenant. Chaque décision est repoussée, chaque conversation reportée. Quand j'aborde notre voyage de noces à La Réunion, réservé l'année dernière, il change de sujet. Quand je mentionne la séance de préparation au mariage avec le prêtre que sa sœur nous a recommandé, juste pour s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde avant le grand jour, il répond que nous n'en avons pas besoin. Que tout va bien. Il n'arrête pas de dire que je suis juste stressé par le travail, mais mon travail a toujours été exigeant. Et il n'avait jamais eu l'habitude de se dérober de cette façon. L'homme qui m'a demandé en mariage il y a 8 mois devant toute ma famille lors du repas de Noël est devenu quelqu'un qui tressaille quand j'évoque notre avenir. L'homme qui organisait des week-ends surprises agit maintenant comme si planifier notre vie commune était un fardeau. Hier soir, j'ai essayé de recréer notre premier rendez-vous, un repas chinois à emporter et un film sur le canapé. Je me suis dit que si nous pouvions nous reconnecter sans la pression du mariage, nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Au lieu de cela, il a passé la majeure partie de la soirée à vérifier les messages de ses collègues et a peine touché à son plat principal. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» ai-je fini par demander pendant le générique du film. Il m'a regardé, vraiment regardé, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. Du doute, de l'hésitation, comme s'il me voyait clairement pour la première fois et n'était pas sûr d'aimer ce qu'il découvrait. « Non », a-t-il dit doucement. « Tout va bien. » Mais tout ne va pas bien, et nous le savons tous les deux. Les faire-part sont déjà envoyés. D'élégantes cartes ivoire avec des lettres dorées que nous avons mis 3 heures à choisir à la papeterie. Ma robe est suspendue dans le placard. Une robe en soie ivoire taille 38 avec des perles délicates sur laquelle ma mère a pleuré quand je l'ai essayée pour la première fois. La salle de réception est réservée. Le groupe de musique est confirmé, les fleurs sont commandées. 200 personnes prévoient de célébrer notre histoire d'amour dans 16 semaines. Et pourtant, le marié semble incapable de discuter de quoi que ce soit sans avoir l'air de vouloir prendre la fuite. Je n'arrête pas de repenser à la façon dont il parlait de notre avenir. Il mentionnait la maison que nous achèterions, le nombre d'enfants que nous voulions, l'endroit où nous prendrions notre retraite. Il traçait des motifs sur mon dos pendant que nous étions allongés dans le lit le dimanche matin et décrivait la cuisine que nous rénoverions ensemble, le jardin que nous planterions, les voyages que nous ferions pour notre anniversaire. Ces conversations semblent avoir eu lieu entre des personnes différentes. Maintenant, quand je parle de regarder les maisons dans de meilleurs secteurs scolaires, il devient silencieux. Quand j'évoque l'ouverture d'un compte épargne commun comme nous l'avions prévu, il dit que nous devrions attendre après le voyage de noces. Quand je suggère que nous commencions à essayer d'avoir un bébé l'année prochaine comme nous en parlions avant, il fait semblant de ne pas m'avoir entendu. J'ai commencé à tenir une liste mentale de toutes les conversations que nous n'avons pas. Le photographe veut connaître nos poses préférées pour les photos de couple. Le groupe a besoin de notre choix de chansons pour la première danse. L'agence de voyage attend nos préférences pour le voyage de noces au-delà de la destination tropicale.
Ma demoiselle d'honneur n'arrête pas de demander quand nous ferons nos enterrements de vie de célibataire. Bientôt, je n'arrête pas de dire à tout le monde, nous réglerons ça bientôt. Mais bientôt n'arrive jamais, car l'homme que je suis censé épouser dans 4 mois agit comme si la planification de notre mariage était une corvée qu'il espère voir disparaître. L'homme qui me surprenait autrefois avec des week-ends sur la route des vins en Bourgogne ne peut même plus s'engager à choisir entre le poulet ou le saumon pour notre dîner de mariage. Demain, nous rencontrons le père Laurent pour notre dernière séance de préparation. Je l'attends avec impatience depuis des semaines, espérant que parler de nos inquiétudes avec une personne neutre pourrait nous aider à nous reconnecter. Mais en le regardant faire défiler son téléphone à nouveau ce soir, évitant une énième conversation sur le plan de table, je me demande s'il se présentera seulement. Le dîner était censé tout arranger. J'avais préparé son plat préféré, du saumon en croûte d'herbe avec des légumes rôtis, et j'avais dressé la table avec notre belle vaisselle. J'ai allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin que nous gardions pour une grande occasion, et j'ai mis la robe bleue qui, disait-il toujours, faisait ressortir mes yeux. Je pensais que si nous pouvions juste nous reconnecter sans que le mariage ne plane au-dessus de nous, nous nous souviendrions pourquoi nous sommes tombés amoureux. Il est rentré du travail l'air épuisé, desserrant sa cravate en franchissant la porte. C'est très beau, a-t-il dit, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à notre petite table de salle à manger, et j'ai essayé de garder la conversation légère. Je lui ai posé des questions sur sa journée, mentionné une histoire amusante qu'un collègue m'avait racontée, parlé de tout sauf des centres de table et des plans de salle. Mais à la moitié du dîner, je n'ai plus pu me retenir. Nous devons parler de ce qui se passe, ai-je dit en posant ma fourchette. Tu es distant depuis des semaines. Chaque fois que je parle du mariage, tu te fermes. Si tu as des doutes, j'ai besoin de le savoir. Il a arrêté de mâcher et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Les bougies vacillaient entre nous, projetant des ombres qui le faisaient paraître plus vieux, plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, a-t-il finalement lâché. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 5 ans ensemble, 8 mois de fiançailles, 16 semaines avant le jour de notre mariage. Et maintenant, il ne sait pas s'il est prêt. Prêt pour quoi exactement, ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. Le mariage, tout ça. L'engagement, les attentes, Il a fait un geste vague vers l'espace entre nous. Le côté pour toujours. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce qui a changé? Tu m'as demandé en mariage. Tu as mis un genou à terre devant toute ma famille et tu m'as demandé de passer ma vie avec toi. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que j'avais toujours trouvé attachant, mais qui donnait maintenant l'impression qu'il essayait d'échapper à ses propres pensées. Les gars au bureau parlent du mariage, de la façon dont ça change tout. Comment on perd sa liberté, son identité, comment les femmes changent après le mariage, deviennent exigeantes et manipulatrices. Les gars au bureau, ai-je répété, incapable de croire ce que j'entendais. Tu prends des conseils matrimoniaux de tes collègues célibataires. Ce n'est pas vraiment des conseils. C'est juste une perspective. Ils ont vu leurs amis se marier et ont regardé comment tout a changé. Comment la femme dont ils sont tombés amoureux devient quelqu'un de différent une fois qu'elle a cette bague et cet engagement. Je l'ai dévisagé par-dessus notre dîner à moitié mangé, cet homme que je croyais connaître parfaitement. Penses-tu que je vais changer? Après 5 ans ensemble, penses-tu vraiment qu'un certificat de mariage va me transformer en un monstre exigeant? Il n'a pas pu croiser mon regard. Je ne sais plus quoi penser. La conversation a dégénéré à partir de là. Il a parlé de se sentir sous pression, de se demander si nous nous marions parce que c'était attendu plutôt que parce que nous le voulions vraiment. Il a mentionné des amis qui avaient divorcé, des statistiques qu'il avait entendues sur les taux d'échec des mariages, des craintes de se retrouver piégé dans quelque chose dont il n'était pas sûr. J'ai essayé de le raisonner, de lui rappeler toutes les conversations que nous avions eues sur notre avenir, tous les projets que nous avions faits ensemble, mais chaque argument que j'avançais semblait rebondir sur lui. Comme s'il avait déjà pris la décision de douter de tout ce que nous avions construit ensemble. Nous avons à peine touché à notre nourriture après ça. Le vin s'est éventé, les bougies se sont consumées jusqu'à la base, et nous sommes restés dans un silence de plus en plus inconfortable jusqu'à ce qu'il se lève finalement et commence à débarrasser la table. Je crois que j'ai besoin d'espace pour réfléchir, a-t-il dit en remplissant le lave-vaisselle.
D'espace pour réfléchir à quoi? À savoir si tu veux m'épouser après 5 ans ensemble? À savoir si je suis prête pour le mariage en général? Cette nuit-là, il a dormi sur le canapé. Je suis resté éveillé dans notre lit, fixant le plafond et essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. L'homme avec qui je prévoyais de passer ma vie venait de me dire en substance qu'il n'était pas sûr de vouloir passer sa vie avec moi. Le lendemain matin, il était parti avant mon réveil. Il avait laissé un mot disant qu'il sortait avec des amis et rentrerait tard. Assise seul à la table de notre cuisine avec mon café, j'ai réalisé qu'il préférait passer son samedi à discuter de notre relation avec ses collègues dans un bar plutôt que de résoudre nos problèmes avec moi. L'appel est arrivé à 14h47 le dimanche après-midi. Je pliais du linge, essayant de me tenir occupé pendant qu'il était encore avec ses amis de la veille. Quand mon téléphone a sonné, l'écran a affiché un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Valentine, c'est Marc, du service comptabilité de ton fiancé. Je connaissais vaguement Marc. Ils travaillaient ensemble depuis environ 3 ans, et je l'avais rencontré à quelques fêtes d'entreprise. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs plutôt que de passer cet appel. Bonjour, Marc. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un long silence. Écoute, j'ai hésité à t'appeler toute la matinée, mais je pense que tu as le droit de savoir ce qui s'est passé hier soir. Mon estomac s'est noué. Comment ça? On était tous au St. James. Tu sais, le pub en centre-ville avec les billards. Ton fiancé avait pas mal bu et la conversation a tourné sur les relations, le mariage, ce genre de choses. Certains des gars le charriaient sur le fait de se caser, lui demandant s'il était vraiment prêt à renoncer à sa vie de célibataire. Je me suis assise lourdement sur le canapé, mes mains se mettant soudainement à trembler. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc a pris une profonde inspiration. Il a dit. Mon Dieu, je déteste répéter ça, mais il a dit, si tu étais plus jeune et plus jolie, comme sa collègue Léa, il t'épouserait sans hésiter. Il a dit que c'était pour ça qu'il n'était pas sûr pour le mariage. Parce qu'il n'arrêtait pas de se demander s'il ne pouvait pas trouver mieux. Les mots m'ont fait l'effet d'une gifle. J'ai senti le sang quitter mon visage et pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. Il a dit quoi? Je suis désolé, Valentine. Vraiment. La plupart d'entre nous étions choqués. C'était cruel et totalement déplacé. Mais Julien a continué, parlant du fait que Léa n'a que 25 ans avec un corps parfait. Alors que toi, tu as 31 ans. La voix de Marc s'est éteinte. Alors que j'ai 31 ans et quoi, ai-je réussi à demander, bien que je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Il a dit que tu vieillissais, que tu avais pris du poids depuis vos fiançailles, et que parfois il se demandait ce que ce serait d'être avec quelqu'un de plus jeune et de plus attirant. Il t'a comparé à Léa toute la soirée. Son corps, son visage, son âge. C'était répugnant. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. C'était l'homme qui me disait que j'étais belle tous les jours depuis 5 ans. L'homme qui m'avait demandé en mariage devant ma famille, qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et il était assis dans un bar avec ses amis, discutant de mes défauts physiques et me comparant à une collègue de 25 ans comme si j'étais une voiture d'occasion qu'il envisageait de faire reprendre. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Parce que tu mérites mieux, a affirmé Marc fermement. Parce que ce qu'il a dit était mal, et parce que j'ai une fille et que je voudrais que quelqu'un lui dise si son fiancé parlait d'elle de cette façon. Les autres gars étaient mal à l'aise aussi. Mais personne d'autre n'a eu le courage de t'appeler. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le canapé dans un silence stupéfait. Léa. Je savais qui c'était. Elle avait commencé dans son service il y a environ 6 mois, tout juste sortie d'école de commerce, avec des yeux brillants et un enthousiasme débordant pour tout. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise et elle m'avait semblé plutôt gentille. Jeune, jolie, pétillante de cette façon qui ne vient qu'au fait d'avoir 25 ans et d'avoir le monde entier devant soi. Je ne m'étais jamais senti menacé par elle parce que je lui faisais totalement confiance. Maintenant, je réalisais à quel point j'avais été naïve. La porte d'entrée s'est ouverte à 18h30 et il est entré, ayant l'air légèrement d'avoir la gueule de bois mais essayant de paraître normal. « Salut chérie », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. Désolé d'être en retard. On a fini par regarder le match après le déjeuner. Je l'ai dévisagé.
cet homme qui avait passé la nuit précédente à dire à ses collègues que je n'étais pas assez jeune ou assez jolie pour lui, qui avait comparé mon corps de 31 ans à celui d'une femme de 6 ans ma cadette. Qui s'était demandé s'il ne pouvait pas trouver mieux que la femme qu'il avait demandé en mariage. Comment s'est passée ta soirée, ai-je demandé doucement. Bien, juste des trucs de mec. Tu sais comment c'est. Mais je ne savais pas comment c'était, car je ne m'étais jamais assise avec mes amis pour discuter de savoir si mon fiancé était assez attirant pour moi, ou si je pouvais trouver quelqu'un de plus beau, de plus jeune ou de plus performant. Je n'avais jamais réduit l'homme que j'aimais à une liste d'attributs physiques pour finalement le trouver insuffisant. Vous avez parlé de nous, ai-je demandé. Il a haussé les épaules en ouvrant le réfrigérateur. Pas vraiment. J'ai juste mentionné le stress du mariage. Tu sais. Il me mentait en pleine face avec la même bouche qui avait dit à un groupe de ses collègues que je n'étais pas assez jolie pour lui. La même voix qui avait promis de m'aimer et de me chérir était celle qui avait passé des heures la nuit précédente à cataloguer mes défauts physiques en comparaison avec une femme de 6 ans de moins. Je voulais le confronter à l'instant même, crier, pleurer et exiger des explications. Mais je voulais aussi voir jusqu'où allait cette trahison, combien de temps il continuerait à me mentir tout en planifiant notre vie commune. Alors j'ai simplement hoché la tête et j'ai recommencé à plier le linge, les mains tremblantes alors que j'essayais d'assimiler le fait que l'homme que j'allais épouser dans 15 semaines pensait que je n'étais pas à sa hauteur. L'appel de sa mère est arrivé mardi matin pendant qu'il était au travail. J'ai failli ne pas répondre. J'évitais la plupart des appels téléphoniques depuis les révélations de Marc, ne faisant pas confiance à ma voix pour paraître normale. Mais quelque chose dans le fait de voir son nom sur l'écran m'a poussé à décrocher. Valentine, ma puce, il faut qu'on parle, a-t-elle dit, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. On peut se voir pour prendre un café aujourd'hui? C'est important. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'elle à notre café habituel en centre-ville, regardant cette femme, qui avait été comme une seconde mère pour moi pendant 5 ans, lutter pour trouver des mots qu'elle ne voulait visiblement pas prononcer. Elle n'arrêtait pas de jouer avec sa tasse de café, commençant des phrases et s'arrêtant, regardant partout sauf mon visage. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé samedi soir, a-t-elle fini par dire. Mon fils est passé dimanche soir, il était ivre et divaguait sur le stress au travail et la pression du mariage, mais ensuite il a commencé à parler de cette fille, Léa. Elle a secoué la tête. Je ne peux plus me taire là-dessus. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ai-je demandé, bien que je n'étais pas sûr de vouloir savoir. Il est obsédé par elle, Valentine. Pas juste attiré. Obsédé. Il parle d'elle constamment quand il pense que personne n'écoute. Il mentionne comment elle était habillée au travail, ce qu'elle a dit en réunion, comment elle rit à ses blagues. Il compare tout à elle. Les restaurants qu'elle aime, les films dont elle parle, même la façon dont elle se coiffe. J'ai ressenti cette sensation familière de nausée dans mon estomac. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des mois. Depuis qu'elle a commencé à travailler là-bas. Au début, j'ai pensé que c'était juste un béguin inoffensif. Tu sais, le genre que les hommes mariés ou fiancés ont parfois. Mais ça a empiré. Il la suit sur les réseaux sociaux, connaît son emploi du temps, sait même quel genre de café elle commande. Il a appris des choses sur elle qu'il n'a pas à savoir. Elle a tendu le bras à travers la table et m'a pris la main. Rien de physique ne s'est passé. Je le crois sincèrement. Mais émotionnellement, il a déjà quitté votre relation. Il se construit un fantasme autour de cette fille qui n'a probablement aucune idée de ce qu'il ressent. J'ai repensé à toutes les soirées où il était rentré distrait. Toutes les fois où il avait mentionné « Léa a dit ceci » ou « Léa pense cela » dans une conversation informelle. J'avais cru qu'il était simplement amical avec une nouvelle collègue. Je n'avais jamais imaginé qu'il cataloguait chaque détail de son existence. Ce n'est pas tout, a continué sa mère, la voix plus douce. Il m'a dit samedi soir qu'il n'arrête pas de se demander ce que ce serait de repartir à zéro avec quelqu'un de jeune et de nouveau. Quelqu'un sans l'histoire et les attentes que vous avez construites. Il a dit qu'être avec toi, c'était comme porter de vieux vêtements, confortables mais plus très excitants. La métaphore m'a blessé au plus profond. Après 5 ans ensemble, j'étais devenu, de vieux vêtements, pour lui. Familière, fiable, mais plus quelque chose qui faisait battre son cœur. Pourquoi vous me dites tout ça, ai-je demandé, faisant écho à la question que j'avais posée à Marc. Ses yeux se sont remplis de larmes. Parce que je revois mon propre mariage dans cette situation.
Ton beau-père m'a fait la même chose quand notre fils avait 15 ans. Il a trouvé une femme plus jeune, a passé des mois à faire une obsession sur elle, à me comparer à elle, à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Je suis restée silencieuse, j'espérais que ça passerait. Je pensais que si je faisais plus d'efforts pour être ce qu'il voulait, il se souviendrait pourquoi il m'avait choisi. Que s'est-il passé? Il nous a quittés pour elle. Et tu sais quoi? Cette relation a duré exactement 8 mois avant qu'elle ne trouve quelqu'un d'encore plus jeune et plus excitant. Il est revenu en rampant, mais à ce moment-là, j'avais réalisé que je méritais mieux que quelqu'un qui me considérait comme un lot de consolation. Elle a serré ma main plus fort. Je ne regarderai pas une autre femme traverser ce que j'ai vécu. Tu mérites quelqu'un qui pense que tu es la plus belle femme du monde, pas quelqu'un qui se contente de toi tout en fantasmant sur une autre. C'est votre fils, ai-je souligné. Pourquoi me dire ça à moi plutôt que de lui parler à lui? Parce que j'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit qu'il te manquait de respect, qu'il sabotait une belle relation pour un fantasme. Mais il se met sur la défensive et prétend que je ne comprends pas. Il dit que Léa représente les possibilités, alors que tu représentes les responsabilités. Le mot « responsabilité » a piqué presque autant que tout le reste. Je n'étais plus sa partenaire. J'étais un fardeau qu'il se sentait obligé de porter. J'aime mon fils, a-t-elle poursuivi. Mais je t'aime aussi. Et je ne le regarderai pas te détruire comme son père a essayé de me détruire. Tu as 31 ans, Valentine. Tu es belle, intelligente, accomplie et gentille. Ne perds plus de temps avec un homme qui ne voit pas ta valeur. Après son départ, je suis restée assise au café pendant encore 1 heure, assimilant tout ce qu'elle m'avait dit. L'homme que j'étais censée épouser dans 14 semaines n'avait pas seulement peur de l'engagement. Il fantasmait activement sur le fait d'être avec quelqu'un d'autre. Pendant que je planifiais notre avenir, il imaginait sa vie avec une collègue de 25 ans qui ne voyait probablement en lui rien de plus qu'un collègue plus âgé et amical. J'ai pensé à tous les signes que j'avais ratés. À toutes les conversations sur Léa que j'avais rejetées comme de simples bavardages inoffensifs de bureau. Je me suis souvenu comment son visage s'illuminait quand il la mentionnait. Comment il avait commencé à faire plus attention à son apparence les jours de travail. Comment il était devenu critique sur de petites choses chez moi qui ne l'avaient jamais dérangé auparavant. Sa mère avait raison. Il avait déjà quitté notre relation émotionnellement. J'étais juste la dernière à le savoir. J'ai attendu jeudi soir pour le confronter. J'avais passé 2 jours à répéter ce que j'allais dire, comment j'allais gérer ses mensonges et ses dénégations. Mais quand il a franchi la porte ce soir-là, l'air fatigué mais essayant de me sourire comme si de rien n'était, toute ma préparation méticuleuse s'est effondrée. Il faut qu'on parle, ai-je dit avant même qu'il ne puisse poser sa mallette. Quelque chose dans mon ton a dû l'avertir. Ses épaules se sont tendues et ce faux sourire a disparu. De quoi? De Léa. Il s'est figé. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis, il a lentement posé sa mallette et s'est tourné pour me faire face complètement. Quoi, à propos de Léa? À propos de ce que tu as dit au pub le Saint-James samedi soir. Sur le fait que si j'étais plus jeune et plus jolie comme elle, tu m'épouserais sans hésiter. Sur le fait que tu te demandes si tu ne pourrais pas trouver mieux. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que c'est vrai? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a passé ses mains dans ses cheveux, dans ce geste qui semblait autrefois attachant mais qui ne ressemblait plus qu'à de la culpabilité. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi comment le fait de dire à tes collègues que ta fiancée n'est pas assez jeune ou assez jolie pour toi n'est pas ce que je crois. J'étais ivre. Les gars me charriaient sur le fait de me caser, et j'ai dit des choses stupides. Ça ne veut rien dire. Des choses stupides. Je me suis approché de lui. Tu as réduit notre relation de 5 ans à mon apparence physique comparée à celle d'une fille de 25 ans. Tu as dit devant une salle pleine de gens que je n'étais pas assez attirante pour toi. En quoi est-ce juste une chose stupide? Il a commencé à faire les 100 pas dans notre salon, évitant mon regard. Tu sors ça de son contexte. J'étais juste. J'essayais de gérer des sentiments concernant le mariage, l'engagement. Ce n'était pas contre toi spécifiquement. C'était absolument contre moi spécifiquement. Tu as utilisé mon prénom. Tu as comparé mon corps au sien.
Tu as parlé de mon âge comme si c'était une maladie. Je ne l'ai pas pensé comme ça. Alors comment l'as-tu pensé? Parce que de là où je suis, on dirait bien que tu fantasmes d'être avec quelqu'un d'autre tout en prévoyant de m'épouser. Finalement, il a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé directement. D'accord. Oui. J'ai remarqué Léa. Elle est attirante. Elle est jeune. Elle est différente de ce à quoi je suis habitué. Mais je n'ai jamais rien fait. Je ne lui ai même jamais parlé en dehors du travail. Mais tu y as pensé. Oui. J'ai pensé à ce que ça pourrait être. L'aveu flottait dans l'air entre nous comme une entité physique. Après 5 ans ensemble, après 8 mois de fiançailles, après tous nos projets et nos promesses, il admettait fantasmer sur une autre femme. À quoi exactement as-tu pensé, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Je ne peux pas te dire ça. Tu peux et tu vas le faire, parce que je n'épouserai pas un homme qui me considère comme son second choix. Il s'est laissé tomber dans notre fauteuil, l'air vaincu. Elle est juste. Elle est simple. Elle est enthousiasmée par tout, passionnée par la vie. Elle n'a pas d'attente concernant l'avenir ou d'exigence d'engagement. Quand je la vois, je me souviens de ce que ça faisait d'être jeune et d'avoir des possibilités au lieu de responsabilités. Des responsabilités. C'est ce que je suis pour toi maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Ta mère m'a dit que tu lui avais confié que je représentais les responsabilités alors que Léa représentait les possibilités. Il a relevé brusquement la tête. Tu as parlé à ma mère? Elle m'a appelé. Elle t'a regardé faire une fixette sur cette fille pendant des mois. Elle sait pour l'espionnage sur les réseaux sociaux, la façon dont tu mémorises son emploi du temps, comment tu t'illumines quand tu parles d'elle. Elle me l'a dit parce qu'elle ne voulait pas me regarder traverser ce qu'elle a traversé avec ton père. Pour la première fois, il a eu l'air sincèrement honteux. Je ne réalisais pas que j'étais si évident. Tu n'étais pas évident. Tu étais obsédé. Est-ce que tu suis mes réseaux sociaux d'aussi près? Connais-tu ma commande de café par cœur? Fais-tu attention à ce que je porte ou à ce que je dis de la façon dont tu le fais avec elle? Il n'a pas pu répondre, ce qui était une réponse en soi. Voici ce que j'ai besoin de savoir, ai-je continué. Si Léa venait te voir demain et disait qu'elle voulait être avec toi, me quitterais-tu pour elle? Ce n'est pas une question juste. C'est la seule question qui compte. Le ferais-tu? Il a fixé le sol pendant un long moment. Quand il a finalement levé les yeux, ses yeux étaient remplis d'une confusion qui m'a brisé le cœur. Je ne sais pas. Après 5 ans ensemble, après avoir promis de passer ta vie avec moi, tu ne sais pas si tu me choisirais plutôt qu'un fantasme sur une collègue de 25 ans. Ce n'est pas si simple. C'est absolument aussi simple. Soit tu veux m'épouser, soit non. Soit tu penses que je suis belle et que je vaux la peine de s'engager, soit tu penses que tu peux trouver mieux avec quelqu'un de plus jeune et de plus joli. Il n'y a pas de juste milieu ici. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre du tout. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Parfois, je te regarde et je vois tout notre avenir tracé. Le prêt immobilier, les enfants, la routine, vieillir ensemble. Et parfois, ça me semble suffisant, comme si c'était ce que je voulais. Mais d'autres fois, je regarde Léa, et je vois l'aventure, l'excitation et la possibilité de me sentir jeune à nouveau. Donc tu dis que je suis ennuyeuse. Je dis que tu es le choix de la sécurité. Et peut-être que je ne suis pas prêt pour la sécurité. Les mots ont résonné comme des coups physiques. Sécurité. Ennuyeuse. Responsable. Un lot de consolation comparé à l'excitation de quelqu'un de plus jeune et de plus joli. Après tout ce que nous avions construit ensemble, j'étais devenu le choix raisonnable qu'il n'était pas sûr de vouloir faire. Je n'ai pas pu dormir après notre conversation. Le vendredi après-midi, j'avais pris une décision qui pouvait paraître folle mais qui me semblait nécessaire. J'avais besoin d'entendre la version de Léa. Si mon fiancé construisait un fantasme autour d'elle, je voulais savoir si elle en était consciente ou si elle était aussi innocente dans cette histoire que je l'espérais. Je savais où elle travaillait, dans le même cabinet d'expertise comptable que lui, 3 étages plus bas. Je savais aussi qu'elle avait l'habitude d'aller chercher un café dans la boutique d'en face vers 15 heures, parce qu'il l'avait mentionné suffisamment de fois pour que je mémorise sa routine en même temps que lui.
J'ai attendu devant le café, me sentant comme une harceleuse, mais j'avais besoin de réponses. Quand elle est sortie avec son habituel latte à la vanille, je l'ai abordée avant de perdre courage. Léa, je suis Valentine. Je suis la fiancée de ton collègue du 7e étage. Elle a eu l'air confuse pendant un moment, puis elle m'a reconnu. Oh, de la fête de Noël. Bonjour, comment avancent les préparatifs du mariage? Son enthousiasme était sincère, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore pires. Elle n'avait aucune idée que mon fiancé l'utilisait comme arme contre notre relation. C'est en fait de cela dont j'ai besoin de te parler. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir quelques minutes? Nous avons trouvé une table dans le coin du café, et j'ai observé son visage pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Sa confusion initiale a fait place au choc, puis au dégoût, et enfin à quelque chose qui ressemblait à une véritable colère. Il a dit quoi sur toi, a-t-elle demandé, la voix montant dans les aigus. Que si tu étais plus jeune et plus jolie comme moi, il t'épouserait sans hésiter? Qu'il se demande s'il ne pourrait pas trouver mieux. Oh mon Dieu! Elle a caché son visage dans ses mains. Valentine, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'il pensait à moi de cette façon, et encore moins qu'il nous comparait. Donc, tu ne l'as jamais encouragé, tu n'as jamais flirté ou envoyé des signaux? Absolument pas. Elle avait l'air horrifiée. Il est fiancé, et même s'il ne l'était pas, il a 15 ans de plus que moi et c'est le collègue de mon superviseur. J'ai toujours été strictement professionnel avec lui. Mais il sait beaucoup de choses sur toi. Ton emploi du temps, ta commande de café, ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Son expression s'est assombrie. J'ai remarqué qu'il rôdait plus que la normale. Il se trouve toujours par hasard dans la salle de pause quand j'y suis. Il commente mes posts sur les réseaux sociaux dans les minutes qui suivent ma publication. Et il pose beaucoup de questions personnelles qui me semblent inappropriées venant de quelqu'un d'aussi haut placé. Tu as encouragé quelque chose de tout ça? Mon Dieu, non. J'essayais de trouver comment gérer ça sans rendre les choses bizarres au travail. Je ne veux pas lui attirer des ennuis, mais son attention me met mal à l'aise depuis des mois. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que Léa ne soit pas une femme manipulatrice essayant de voler mon fiancé, mais tristesse de réaliser que ma situation était encore pire que ce que je pensais. Il ne se contentait pas de me comparer à elle. Il harcelait essentiellement une jeune collègue qui ne voulait rien avoir à faire avec son attention. Il y a autre chose, a dit Léa, l'air mal à l'aise. Le mois dernier, il y a eu un afterwork avec le groupe. La majeure partie du service y est allée et on était tous assis à discuter. La conversation a tourné sur les relations, et quelqu'un l'a interrogé sur ses projets de mariage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait des doutes sur le fait de se caser si jeune. Quelqu'un lui a fait remarquer que 36 ans, ce n'est pas si jeune, et il a dit qu'il parlait de se caser avec quelqu'un qui avait déjà 31 ans. Il a dit que peut-être il devrait trouver quelqu'un qui avait encore toute sa vingtaine devant elle, quelqu'un qui n'avait pas déjà vécu ces années amusantes. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il avait eu ces conversations à mon sujet avec ses collègues depuis des mois. Pas seulement cette fameuse soirée au pub le Saint-James. J'étais mortifié, a continué Léa. Tout le monde était mal à l'aise. C'était tellement irrespectueux envers toi, et ça m'a fait réaliser que son attention envers moi n'était pas innocente. Il m'utilisait comme un exemple de ce qu'il aimerait avoir à ta place. Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? 2 ou 3 personnes ont essayé de changer de sujet, mais il a continué. Il a parlé de la façon dont le mariage était censé être le moment où on se range, mais qu'il n'était pas sûr de vouloir se ranger. Il a dit que regarder les femmes plus jeunes au bureau le faisait douter d'être prêt à s'engager avec quelqu'un de son âge. J'avais la nausée. Ce n'était pas une erreur de jugement momentanée provoquée par le trac d'avant-mariage. C'était un schéma d'irrespect qui durait depuis des mois. Je veux que tu saches, a dit Léa en se penchant en avant avec insistance, qu'utiliser quelqu'un comme un instrument de mesure contre sa partenaire est répugnant. Tu mérites tellement mieux qu'un homme qui parle de toi de cette façon derrière ton dos. Merci d'avoir été honnête avec moi. Je peux être encore plus honnête, a-t-elle demandé. D'après ce que j'ai observé, il a ce fantasme sur moi qui n'a rien à voir avec qui je suis réellement. Il pense que je suis cette personne insouciante et excitante parce que j'ai 25 ans, mais je travaille 60 heures par semaine. Je vis avec 2 colocataires pour pouvoir payer mon loyer et je passe la majeure partie de mon temps libre à réviser pour mon examen d'expert comptable.
Je ne suis pas plus amusante ou excitante que toi. Je suis juste plus jeune et il projette toutes ses idées sur moi. Quel genre d'idées? Que je suis spontanée. Que je n'ai pas d'attente. Que je serais reconnaissante d'être avec quelqu'un comme lui. Mais la vérité, c'est que je veux les mêmes choses que la plupart des femmes, le respect, l'engagement, un véritable partenariat. L'idée que je serais une sorte de petite amie fantasme sans exigence est insultante pour nous deux. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que Léa m'avait accordé plus de respect et d'honnêteté en 30 minutes que mon fiancé ne l'avait fait en plusieurs mois. Elle avait raison. Il s'était construit un fantasme autour d'elle qui n'avait rien à voir avec la réalité, et tout à voir avec ses propres peurs de l'engagement et de grandir. Mais savoir cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Au contraire, ça la rendait pire. Il ne me comparait pas juste à une autre femme. Il me comparait à la version imaginaire d'une autre femme qui n'existait que dans sa tête. J'ai organisé le dîner pour le dimanche soir chez ses parents. Sa mère avait proposé de nous recevoir après que je l'ai appelé le samedi matin, la voix tremblante alors que je lui racontais ce que j'avais appris de Léa. Elle était restée silencieuse pendant un long moment avant de dire « Il est temps d'entendre quelques dures vérités dans cette famille. » Il ne voulait pas venir. Quand je lui ai dit que ses parents voulaient discuter de la situation du mariage, il a essayé de trouver des excuses concernant le travail, le stress et le fait de ne pas vouloir impliquer la famille dans nos problèmes personnels. Mais j'ai été clair, ce n'était pas optionnel. S'il voulait avoir une chance de sauver notre relation, il devait faire face aux personnes qu'il avait regardées me manquer de respect pendant des mois. Son père était déjà assis à la table de la salle à manger quand nous sommes arrivés. L'air mal à l'aise, mais déterminé. Sa mère avait sorti sa belle porcelaine, comme si le cadre formel pouvait donner plus de gravité à ce qui allait se passer. Je me suis assise en face de mon fiancé, ses parents nous encadrant comme les arbitres d'un match de boxe. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, ai-je commencé, je veux clarifier une chose. Je ne suis pas ici pour qu'on me convainque de rester dans cette relation. Je suis ici parce que je pense que vous méritez tous d'entendre exactement ce qui s'est passé, et quel genre d'homme vous avez défendu. Son père a froncé les sourcils. Valentine, je suis sûr que quels que soient les problèmes que vous traversez, ils peuvent être résolus. Vraiment, les jeux interrompus. Pouvez-vous résoudre le fait que votre fils a passé des mois à dire à ses collègues que je suis trop vieille et pas assez jolie pour lui? Qu'il a été obsédé par une collègue de 25 ans et qu'il l'a utilisée comme preuve qu'il pourrait trouver mieux que moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir son père assimiler les mots, son expression passant de la confusion au dégoût. Sa mère a simplement hoché la tête tristement, comme si elle attendait ce moment depuis des mois. Dis-leur, ai-je dit à mon fiancé, qui fixait son assiette. Dis à tes parents ce que tu as dit à tes collègues à mon sujet. C'est privé, a-t-il marmonné. Rien de tout cela n'est privé désormais. Tu l'as rendu public quand tu as discuté de mes prétendues insuffisances avec une salle pleine de monde. Alors dis-leur, dis à ton père ce que tu as dit sur mon âge et mon apparence. Il a finalement levé les yeux, le visage empourpré de honte et de colère. D'accord. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'étais ivre et frustré par la pression du mariage. Et j'ai fait des comparaisons que je n'aurais pas dû faire. Quel genre de comparaison, a demandé son père, la voix dangereusement calme. J'ai dit que si Valentine était plus jeune et plus attirante, comme une femme avec qui je travaille, je serais plus enthousiaste à l'idée de me marier. Le visage de son père est devenu blanc, puis rouge écarlate. Tu as dit que oui sur la femme que tu es censé épouser dans 3 mois. J'étais ivre. Être ivre ne fait pas dire des choses qu'on ne pense pas, a tranché sa mère sèchement. Ça fait juste dire les choses qu'on garde normalement pour soi. Est-ce vraiment ainsi que tu vois Valentine? Comme trop vieille et pas assez jolie? C'est compliqué. Je me suis penché en avant. Non, ça n'a rien de compliqué. Tu as entretenu une liaison émotionnelle avec la version fantasmée de ta collègue tout en prévoyant de m'épouser. Tu as discuté de mes défauts physiques avec quiconque voulait bien t'écouter, tout en attendant de moi que j'engage ma vie avec toi. Tu as réduit 5 ans d'amour et de partenariat à la question de savoir si je fais le poids face au corps d'une fille de 25 ans. Je n'ai jamais eu de liaison, a-t-il protesté. Tu as suivi ses réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Tu as mémorisé son emploi du temps. Tu as appris ses préférences personnelles et tu les as comparées aux miennes. Tu as construit une relation avec elle dans ton esprit tout en négligeant la vraie relation que tu avais avec moi.
Comment appellerais-tu ça? Son père dévisageait son fils comme s'il ne le reconnaissait plus. C'est ainsi que tu traites une femme qui a consacré 5 ans de sa vie pour toi? C'est ainsi que tu te prépares au mariage. Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie. Je comprends la pression, a explosé son père. Je suis marié à ta mère depuis 42 ans. Je comprends la peur de l'engagement, le stress du mariage, et le fait de se demander si on fait le bon choix. Mais je ne me suis jamais, pas une seule fois, assis dans un bar avec mes amis pour discuter de si ma femme était assez séduisante pour moi. Ta mère a subi assez de manque de respect de la part de ton père quand tu étais adolescent, a ajouté sa mère, la voix tremblante d'une colère à peine contenue. Je ne la regarderai pas traverser la même chose avec toi. J'ai ressenti un élan de gratitude envers ces gens qui avaient toutes les raisons de prendre le parti de leur fils, mais qui choisissaient de se tenir à mes côtés. Voici ce que je veux que vous compreniez tous, ai-je dit, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Je me fiche que tu veuilles quelqu'un de plus jeune et de plus joli. Je me fiche que tu penses que Léa ou n'importe quelle autre femme te rendrait plus heureux. Ce qui m'importe, c'est que tu penses qu'il est acceptable de me traiter de cette façon tout en me demandant de t'épouser. Je me suis levé, surprenant tout le monde à table. J'ai passé 5 ans à aimer un homme dont je pensais qu'il m'aimait en retour. J'ai passé 8 mois à planifier un mariage avec quelqu'un qui fantasmait d'être avec quelqu'un d'autre. J'ai été patiente et compréhensive face à tes doutes et ton stress. Mais je ne serai pas patiente face au manque de respect et à la dégradation. Valentine, s'il te plaît, assieds-toi, a dit sa mère doucement. Parlons-en. Il n'y a plus rien à discuter. Il m'a montré exactement comment il me perçoit, et je l'écoute enfin. Tu peux trouver quelqu'un de plus jeune et de plus joli si c'est ce que tu veux. Mais tu ne trouveras personne qui t'ait aimé comme je l'ai fait, ou quelqu'un qui aurait été aussi loyal que je l'ai été. Et je te garantis que tu ne trouveras personne qui acceptera d'être ton second choix. J'ai marché vers la porte, puis je me suis retourné pour lui faire face une dernière fois. Le mariage est annulé. Tu expliqueras aux invités pourquoi. Tu te chargeras des acomptes et des annulations, et tu pourras passer le reste de ta vie à te demander si le fantasme valait la peine de perdre la réalité. En rentrant chez moi en voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Du soulagement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'essayais plus de sauver une relation avec quelqu'un qui ne me valorisait pas. Je m'éloignais enfin de quelqu'un qui me considérait comme « pas assez bien », pour avancer vers un avenir où je n'accepterais rien de moins que d'être le premier choix de quelqu'un. Les annonces d'annulation sont parties lundi matin. J'avais passé la soirée de dimanche à rédiger un message simple et digne, Valentine et Julien ont mutuellement décidé d'annuler leur mariage. Ils demandent le respect de leur vie privée en cette période et remercient chacun de sa compréhension. Mais dès mercredi, la véritable histoire faisait son chemin dans nos cercles sociaux, et elle ne venait pas de moi. Sa mère m'a appelé cet après-midi-là, l'air à la fois désolée et furieuse. J'ai pensé que tu devais savoir que Léa a déposé une plainte auprès des RH hier. Apparemment, son comportement envers elle était pire que ce qu'aucun de nous n'avait réalisé. Quel genre de plainte? Harcèlement sexuel. Elle a documenté des mois d'attentions inappropriées, le fait qu'il trouvait des excuses pour être près de son bureau, qu'il faisait des commentaires sur son apparence, qu'il posait des questions personnelles sur sa vie amoureuse. Et même qu'il l'avait suivi jusqu'au parking après les heures de travail. Elle a finalement décidé de parler après avoir appris ce qu'il avait dit au pub le St. James. J'ai ressenti un mélange de justification et de dégoût. Léa subissait du harcèlement pendant que je planifiais mon mariage avec son harceleur. Il y a plus, a continué sa mère. Les RH ont interrogé d'autres personnes du service, et apparemment son comportement était un secret de polichinelle. Plusieurs collègues ont été témoins de commentaires et d'attentions inappropriées. Il mène une enquête complète. Va-t-il perdre son emploi? Il a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Et honnêtement, Valentine, j'espère qu'il fera face aux conséquences. Ce qu'il t'a fait était horrible, mais ce qu'il a fait à cette pauvre fille était de la prédation. L'histoire s'est répandue dans nos groupes d'amis comme une traînée de poudre. Vendredi, je recevais des appels et des textos de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, exprimant tout leur choc et leur soutien. Le récit qui a émergé n'était pas celui qu'il avait probablement espéré. Marc, de son bureau, m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je voulais que tu saches que la plupart d'entre nous sommes dégoûtés par ce qui s'est passé. La façon dont il a parlé de toi,
La façon dont il a poursuivi Léa malgré son malaise évident, ça a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous sur qui il est vraiment. Comment gère-t-il l'enquête des RH? Mal. Il appelle les gens pour essayer de nous faire minimiser ce que nous avons vu ou entendu. Il a même eu le culot de me demander de changer ma version de l'incident du pub le Saint-James. Il prétend qu'il ne faisait que se défouler à cause du stress du mariage, qu'il ne te comparait pas sérieusement à Léa. Mais tu étais là. Tu as entendu ce qu'il a réellement dit. Je l'ai entendu passer 2 heures à détruire systématiquement tout ce qui te concernait, tout en construisant des fantasmes sur une femme assez jeune pour être sa petite sœur. Il n'y a aucune manipulation qui puisse rendre ça acceptable. Les retombées sur les réseaux sociaux ont été rapides et brutales. Quelqu'un avait fait des captures d'écran de ses interactions excessives avec les publications de Léa, les likes immédiats, les commentaires dragueurs, la façon dont il avait commencé à imiter ses centres d'intérêt dans ses propres posts. Les amis ont commencé à faire le lien entre son comportement en ligne et le mariage annulé. Ma demoiselle d'honneur a posté un message simple: certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment quand elles pensent que personne ne regarde. Je suis fier de mon ami qui a choisi le respect de soi plutôt que de se contenter de quelqu'un qui ne voyait pas sa valeur. Les commentaires qui ont suivi ont été massivement en ma faveur et critiques à son égard. Des gens ont partagé leurs propres histoires de partenaires qui les avaient fait se sentir insuffisantes, et ont salué ma décision de partir plutôt que de rivaliser avec des fantasmes. Ses amis de la fac, des hommes qui le connaissaient depuis 15 ans, ont commencé à prendre publiquement leur distance avec lui. L'un d'eux a posté: les vrais hommes ne rabaissent pas les femmes qui les aiment pour se construire des fantasmes sur des femmes qu'ils n'auront jamais. Comportement répugnant de la part de quelqu'un que je croyais connaître. Les conséquences professionnelles se sont étendues au-delà des RH. Sa réputation dans le secteur a pris un coup alors que la rumeur de la plainte pour harcèlement et de son traitement à mon égard se propageait. Léa n'était pas n'importe quelle femme. Elle était appréciée et respectée par ses collègues, qui voyaient maintenant en lui quelqu'un qui avait abusé de son ancienneté pour mettre mal à l'aise une jeune collègue. Jeudi soir, sa mère m'a invité à dîner, juste toutes les deux. Nous étions assises dans sa cuisine, au même endroit où elle m'avait aidé à planifier les menus de la fête de fiançailles et discuter des traditions de mariage. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. J'ai vu les signes de ce qu'il devenait, et j'aurais dû parler plus tôt. Vous avez parlé. Vous m'avez parlé de Léa quand j'avais besoin de le savoir. J'aurais dû lui dire que son comportement était inacceptable avant que ça n'en arrive là. J'aurais dû élever un fils qui sait qu'on ne traite pas les femmes de cette façon. Il a 36 ans. Son caractère n'est plus votre responsabilité. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit: son père et moi avons honte. Nous t'avons regardé devenir une femme incroyable au cours des 5 dernières années. Tu as été gentille avec notre famille, patiente avec notre fils, et une joie à avoir dans nos vies. La façon dont il a récompensé cette loyauté est impardonnable. Merci de dire ça. Je veux que tu saches que tu seras toujours de la famille pour nous, peu importe ce que notre fils a fait. Tu as fait preuve d'une force incroyable en t'éloignant de quelqu'un qui ne te méritait pas. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que l'humiliation que je redoutais ne s'était jamais matérialisée. Au lieu d'être vue comme la femme qui n'était pas assez bien, j'étais reconnue comme la femme qui était trop bien pour accepter d'être traitée comme un second choix. La honte lui appartenait entièrement, et la communauté des gens qui comptaient vraiment le faisait savoir très clairement. Déménager de notre appartement commun a été à la fois déchirant et libérateur. J'avais trouvé un petit 2 pièces de l'autre côté de la ville. Rien d'extravagant, mais c'était le mien. En emballant 5 ans de souvenirs partagés dans des cartons, je n'ai cessé de découvrir à quel point je m'étais perdu en essayant d'être ce que je pensais qu'il voulait. Il y avait des vêtements que j'avais arrêté de porter parce qu'il avait fait des commentaires subtils sur le fait qu'il faisait trop jeune pour moi ou n'était pas flatteur. Des livres que j'avais cachés parce qu'il avait levé les yeux au ciel devant ma phase roman d'amour. Des loisirs que j'avais abandonnés parce qu'il les avait qualifiés de stupides ou de chronophages. Je m'étais lentement effacé pour correspondre à sa vision de ce que devait être une femme de 31 ans. La séparation financière a été étonnamment gratifiante. Pendant des années, je m'en étais remise à ses opinions sur l'argent. Il gagnait un peu plus que moi et avait des avis très arrêtés sur les achats pratiques. Maintenant, en triant nos dépenses communes, j'ai réalisé à quel point j'avais renoncé à ma propre indépendance financière. Je divisais tout à parts égales alors que c'était lui qui contrôlait la plupart des décisions. Tu sais ce qui est le plus fou, ai-je dit à ma sœur Camille, alors que nous déballions des cartons dans ma nouvelle cuisine.
Je gagne très bien ma vie. J'ai réussi ma carrière. J'ai de bonnes économies. Je peux m'offrir cet endroit toute seule. Mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai laissé me convaincre que j'avais besoin de son approbation pour tout achat de plus de 50 €. Il te contrôlait financièrement aussi. Pas ouvertement, mais il avait cette façon de me faire culpabiliser de dépenser de l'argent pour moi. Si je voulais de nouveaux vêtements, il me demandait si j'en avais vraiment besoin. Si je voulais sortir avec des amis, il mentionnait à quel point les restaurants étaient devenus chers. Pendant ce temps, il ne remettait jamais en question ses propres dépenses pour de la bière artisanale ou ses casques audio hors de prix qu'il devait absolument avoir. Aménager mon propre espace m'a donné l'impression de redécouvrir qui j'étais. J'ai acheté des coussins aux couleurs vives pour le canapé, des couleurs qu'il avait toujours jugées trop audacieuses pour notre décoration neutre. J'ai accroché des œuvres d'art que j'adorais mais que j'avais gardées à la cave parce qu'il les trouvait trop féminines. J'ai rempli l'appartement de plantes, chose qu'il avait toujours refusée à cause de l'entretien. Mes premières courses en solitaire ont été une révélation. Pendant 5 ans, j'avais acheté les aliments qu'il aimait, cuisiné les repas qu'il préférait, et évité les épices qu'il trouvait trop fortes. Debout dans le rayon des fruits et légumes, j'ai réalisé que je ne me souvenais même plus de mes propres préférences alimentaires. J'ai acheté des ingrédients que je n'avais pas cuisinés depuis des années, du gingembre frais, des champignons exotiques, les piments épicés que j'adorais avant qu'il ne se plaigne qu'ils lui retournaient l'estomac. Ce soir-là, en cuisinant un dîner juste pour moi, je me suis sentie plus satisfaite que je ne l'avais été depuis des mois. Le plus difficile a été de reconstruire ma relation avec les miroirs. Ces comparaisons constantes avec Léa m'avaient rendu hypercritique envers ma propre apparence. J'avais commencé à voir mon visage et mon corps de 31 ans à travers son filtre critique, me concentrant sur chaque ride, chaque imperfection, chaque signe que je n'avais plus 25 ans. Ma thérapeute, le docteur Mercier, m'avait donné des devoirs, passer 5 minutes chaque matin à me regarder dans le miroir et à dire une chose positive sur moi-même. La première semaine, j'ai à peine réussi à dire « tes cheveux ont l'air en bonne santé ». Mais petit à petit, j'ai commencé à me voir comme autre chose qu'une collection de défauts comparée à une femme plus jeune. J'ai des yeux doux, ai-je dit à mon reflet un jeudi matin. J'ai des mains fortes qui créent de belles choses. De petites affirmations, mais elles étaient à moi. Elles ne dépendaient de l'approbation ou de la comparaison de personne d'autre. La solitude frappait le plus fort le soir. Après 5 ans de routine partagée, rentrer dans un appartement vide semblait étrange et silencieux. Mais lentement, j'ai commencé à apprécier le silence. Personne ne remettait en question mon choix de programme télé ou ne soupirait dramatiquement quand je voulais lire au lieu de regarder le sport. J'ai commencé à me promener le soir dans mon nouveau quartier, chose que j'avais arrêté de faire quand il se plaignait que je sorte à la nuit tombée. J'ai découvert une librairie à 3 rue de là, un café qui préparait d'incroyables lattes à la lavande, un petit parc où je pouvais m'asseoir et réfléchir sans interruption. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie, je suis tombé sur une ancienne amie de la fac, Camille, dans ce café. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu as l'air différente. » Plus légère, d'une certaine façon. Je me sens différente, ai-je admis. C'est comme si je me souvenais de qui j'étais avant de commencer à essayer d'être la femme idéale de quelqu'un d'autre. La rupture a été dure, mais c'était le bon choix. La rupture a été dévastatrice, mais rester m'aurait détruite à petit feu. Je devenais de plus en plus petite, essayant de me conformer à sa vision de ce que je devais être. Maintenant, je me souviens que j'ai le droit de prendre de la place. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris un long bain avec des sels de bain coûteux, j'ai allumé des bougies autour de la baignoire, et j'ai lu un roman d'amour sans me sentir coupable. C'était un petit acte de soin de soi, mais ça m'a semblé révolutionnaire. J'apprenais que reconstruire l'estime de soi ne consistait pas à se convaincre qu'on était parfaite. Il s'agissait de se rappeler que j'étais assez bien, exactement comme j'étais. Pas trop vieille, pas trop exigeante, pas trop, juste assez. Il est apparu à mon appartement un mardi soir, 6 semaines après mon déménagement. Je l'ai vu par le Judas, debout dans le couloir, l'air nerveux avec un discours qui semblait répété d'avance. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cette conversation devait avoir lieu tôt ou tard. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé à travers la porte. « S'il te plaît, Valentine, juste 5 minutes. J'ai besoin de te parler. » J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il avait mauvaise mine,
plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu, avec des cernes foncées sous les yeux et une barbe de 3 jours qui suggérait qu'il ne prenait pas soin de lui. Une part de moi a ressenti le besoin familier de le réconforter. Mais je l'ai réprimé. Sa souffrance n'était plus ma responsabilité. « Tu as bonne mine », a-t-il dit, et j'ai vu son regard s'attarder sur mon apparence. Je portais une robe bleue éclatante que j'avais achetée la semaine précédente, une robe qui me faisait me sentir confiante et belle. Cet endroit est sympa, aussi. Qu'est-ce que tu veux, ai-je répété. Je veux m'excuser. Je veux expliquer ce qui s'est passé et je veux voir s'il y a un moyen de surmonter ça. Il n'y en a pas. Écoute-moi jusqu'au bout. S'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et je réalise maintenant à quel point j'avais tort. L'histoire avec Léa n'a jamais été réelle. C'était juste moi, paniquant face à l'engagement et projetant des fantasmes sur quelqu'un qui ne signifiait rien pour moi. Je me suis appuyé contre l'encadrement de ma porte, sans l'inviter à entrer, mais en écoutant pour voir où cela allait mener. J'avais peur de me marier, de grandir et d'assumer toutes ces responsabilités. Quand j'ai vu Léa, elle représentait ce fantasme de rester jeune, de ne pas avoir à affronter les engagements d'adulte. Mais ce n'était jamais à propos d'elle spécifiquement, et ce n'était jamais parce que tu n'étais pas assez. Donc, tu as détruit notre relation de 5 ans parce que tu avais peur de grandir. Je sais comment ça sonne, mais j'ai eu le temps de réfléchir, et je réalise l'erreur que j'ai faite. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es belle, intelligente, accomplie, gentille. Tout ce que je devrais désirer chez une partenaire. J'ai été un idiot de laisser mes peurs me faire oublier ça. Ces mots m'auraient peut-être touché 6 semaines plus tôt, mais maintenant, ils sonnaient juste creux. Tu t'écoutes parler? Tu parles de moi comme si j'étais une bonne affaire à côté de laquelle tu as failli passer. Comme si j'étais un choix raisonnable que je devrais apprécier davantage. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est exactement ce que tu veux dire. Tu ne dis pas que tu m'aimes passionnément ou que tu ne peux pas vivre sans moi. Tu dis que je suis un bon parti que tu as été stupide de sous-évaluer. Tu continues de me voir comme une décision pratique plutôt que comme l'amour de ta vie. Il s'est approché et j'ai pu sentir son eau de colonne familière. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non. Tu aimais l'idée de moi. Tu aimais avoir une petite amie stable, d'un grand soutien et avec qui il était facile d'être. Mais quand il a été temps de t'engager envers moi en tant que personne réelle, quelqu'un qui vieillit, quelqu'un qui a des besoins et des attentes, quelqu'un qui n'est pas un fantasme, tu as pris peur. Je suis prêt à m'engager maintenant. Je veux t'épouser. Avoir la vie que nous avions prévue ensemble. Parce que ton fantasme n'a pas marché. Parce que Léa a déposé une plainte pour harcèlement et que tu as réalisé qu'elle n'avait jamais été intéressée par toi. Parce que ta réputation est ruinée et que tu as besoin de quelqu'un de loyal pour t'aider à la reconstruire. Son visage a rougi. Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi, si Léa s'était intéressée à toi, serais-tu ici en ce moment en train d'essayer de me reconquérir? Il est resté silencieux trop longtemps, ce qui était une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais. Tu ne me veux pas parce que tu as réalisé que je suis incroyable et que tu as fait une erreur. Tu me veux parce que je suis un choix sûr, disponible, et prêt à te pardonner. Tu me veux parce que recommencer à zéro avec quelqu'un de nouveau serait difficile, et que je représente la solution de facilité. Valentine, je t'en prie. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut surmonter ça. Nous avons 5 ans d'histoire ensemble. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça compte pour quelque chose. Ça compte comme 5 ans de ma vie que j'ai donné à quelqu'un qui me voyait comme son lot de consolation. 5 ans à aimer quelqu'un qui se demandait toujours s'il ne pouvait pas trouver mieux. Je me suis redressé, me préparant à fermer la porte. J'ai appris quelque chose d'important au cours des 6 dernières semaines. Je préfère être seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui me considère comme le choix raisonnable. Je préfère repartir totalement de zéro plutôt que de passer ma vie avec quelqu'un qui s'est contenté de moi. Je ne me suis pas contenté de toi. Je t'ai choisi. Tu m'as choisi parce que j'étais là, parce que j'étais pratique, parce que je m'intégrais dans ta vie sans nécessiter trop d'ajustements. Mais tu ne m'as jamais choisi parce que tu pensais que j'étais la femme la plus incroyable du monde. Et c'est ce que je mérite. Quelqu'un qui me choisit parce qu'il ne peut s'imaginer être avec personne d'autre. Tu es irréaliste.
Cet amour de conte de fées n'existe pas dans la vraie vie. Peut-être que non. Mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt qu'accepter quelqu'un qui pense que m'aimer est un compromis raisonnable. Il est resté là un instant de plus, semblant réaliser qu'aucun argument n'allait me faire changer d'avis. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, a-t-il dit finalement, bien que son ton suggéra qu'il pensait que je faisais une erreur. Et j'espère que tu vas grandir et apprendre à valoriser les gens qui t'aiment avant qu'ils ne se fatiguent de ne pas être valorisés. Après avoir fermé la porte, je me suis appuyé contre elle pendant quelques minutes, assimilant la conversation. Je me sentais triste, mais sans aucun regret. Il avait confirmé tout ce que je soupçonnais, qu'il me voyait comme le choix sur dont il aurait dû être reconnaissant, et non comme l'amour irremplaçable de sa vie. Pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar, j'étais absolument certaine d'avoir fait le bon choix. 2 mois après sa tentative ratée de réconciliation, j'ai été surprise de recevoir un SMS de sa mère me demandant si je voulais bien déjeuner avec elle. Je m'étais demandé si maintenir cette relation était sain ou judicieux, mais quelque chose dans son message me semblait important. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot du centre-ville, le genre d'endroit où nous avions l'habitude de planifier les réunions de famille et les menus de fête. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus fatiguée, mais son sourire était sincère quand elle m'a vu. « Tu es magnifique », a-t-elle dit en me serrant chaleureusement dans ses bras. Vraiment rayonnante. « Merci. Comment allez-vous avec tout ça ?» Elle a soupiré en s'asseyant. C'est difficile de voir son enfant faire des choix aussi destructeurs. Réaliser qu'on a élevé quelqu'un capable de traiter les gens de cette façon, ça change la vision qu'on a de soi-même en tant que parent. Ces choix ne sont pas le reflet de votre éducation. C'est un adulte qui a pris des décisions égoïstes. Peut-être. Mais je n'arrête pas de penser aux conversations que j'aurais dû avoir avec lui sur le respect des femmes, sur ce à quoi ressemble le véritable amour. Peut-être que si son père et moi avions été le modèle d'une relation plus saine, il aurait compris que l'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il s'agit de choisir de voir quelqu'un comme parfait pour soi. J'ai réfléchi à ce qu'elle disait. Que s'est-il passé avec lui depuis l'enquête des RH? Il a été licencié. L'enquête a révélé un schéma de comportement inapproprié, pas seulement envers Léa, mais envers d'autres jeunes femmes au bureau au cours des dernières années. Apparemment, il avait créé un environnement inconfortable pour plusieurs personnes. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse. Fait-il face à des conséquences judiciaires? Léa a choisi de ne pas porter plainte au pénal, mais elle a déposé une plainte au civil. Sa réputation dans le secteur est essentiellement détruite. Il a du mal à trouver du travail. Et la plupart de nos amis communs ont pris leur distance avec lui. Je suis désolé que vous ayez à gérer les retombées de ces choix. Ne sois pas désolé. Je suis fier de Léa pour s'être défendue, et je suis fier de toi pour avoir refusé d'accepter d'être traité comme un second choix. Vous avez toutes les deux fait preuve de plus de courage que mon fils n'en aura jamais. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je voulais te voir parce que j'ai besoin que tu saches que te perdre n'est pas seulement sa perte. C'est aussi la nôtre. Tu as été comme une fille pour moi pendant 5 ans. Je comprends si maintenir une relation avec sa famille n'est pas ce que tu souhaites, mais j'espère que tu sais que notre amour pour toi n'est pas conditionné à ta relation avec lui. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Vous m'avez manqué aussi. Mais je n'étais pas sûr qu'il soit approprié de garder le contact. Plus qu'approprié, c'est nécessaire. Tu es de la famille, Valentine. De la vraie famille. Et la vraie famille ne s'abandonne pas quand les choses se compliquent. Nous avons passé le reste du déjeuner à parler de ma nouvelle vie, de mes progrès en thérapie et de mes projets d'avenir. Elle m'a parlé du voyage en Europe de l'Est qu'elle prévoyait avec son père, un projet qu'ils avaient repoussé pendant des années tout en fermant les yeux sur les mauvais choix de leur fils. Nous apprenons à cesser de lui trouver des excuses, a-t-elle admis. Pendant trop longtemps, nous avons justifié son comportement, blâmé son stress ou ses peurs au lieu de le tenir responsable. Voir ce qu'il t'a fait a été un signal d'alarme. Que fait-il maintenant? Il vit dans un studio de l'autre côté de la ville, il fait des missions d'intérim tout en essayant de reconstruire sa réputation. Il a commencé une thérapie, ce qui était nécessaire depuis environ 20 ans. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il est capable du genre de véritable introspection qu'exige un changement réel. Pensez-vous qu'il comprend ce qu'il a perdu? Je pense qu'il comprend qu'il a perdu quelque chose de précieux,
mais je ne pense pas qu'il comprenne pourquoi son comportement a été si destructeur ni comment éviter de répéter les mêmes schémas. Il parle toujours de ce qui s'est passé comme d'une série de malentendus malheureux plutôt que comme de choix délibérés de te manquer de respect. Après le déjeuner, elle m'a accompagné jusqu'à ma voiture. « Je veux que tu me promettes quelque chose », a-t-elle dit. « Promets-moi que tu ne te contenteras pas de moins que ce que tu mérites dans ta prochaine relation. Promets-moi que tu attendras quelqu'un qui te voit comme tu devrais être vu, comme une femme incroyable que n'importe quel homme aurait de la chance d'avoir. » Je le promets. J'apprends à quoi ressemble un amour sain, et je n'accepterai rien de moins. Bien. Et promets-moi que nous resterons en contact. Ce n'est pas parce que mon fils a été trop stupide pour t'apprécier que le reste d'entre nous ne reconnaît pas ce que nous avons failli perdre. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Mercier pour discuter de ce déjeuner. « Comment vous êtes-vous senti en maintenant cette relation ?» a-t-elle demandé. Apaisé, en fait. Ça m'a rappelé que le problème ne venait pas de moi. C'était spécifiquement lié à lui. Sa propre famille reconnaît qu'il m'a maltraité et que je méritais mieux. C'est un progrès significatif. Vous apprenez à séparer votre valeur de son incapacité à la voir. J'apprends aussi ce que je veux réellement dans une relation. Pas seulement quelqu'un qui ne me trompera pas, ne me mentira pas ou ne me comparera pas à d'autres femmes. Ça, c'est le minimum syndical. Je veux quelqu'un qui me choisit activement tous les jours. Qui voit mon âge et mon expérience comme des atouts plutôt que comme des fardeaux. Qui célèbre ma réussite au lieu de s'en sentir menacé. Ce sont des standards très sains. Pour la première fois depuis des années, je n'essaie pas de me rétrécir pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre de ce que je devrais être. Je m'épanouis dans ce que je suis réellement, et je ne vais pas m'excuser de prendre de la place. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier quelque chose à quoi je pensais depuis des semaines. Un voyage en solo vers une destination que j'avais toujours voulu visiter. Pas comme lot de consolation pour ma relation ratée, mais comme célébration de ma nouvelle indépendance et du respect de moi-même. 3 mois après avoir quitté un homme qui ne me considérait pas comme assez bien, j'écris ceci depuis un café surplombant la mer Méditerranée, à Positano, sur la côte amalfitaine en Italie. L'ironie ne m'échappe pas. C'est ici que nous étions censés passer notre voyage de noces. J'avais gardé les billets après avoir annulé le mariage, pensant que je les utiliserais peut-être un jour. Un jour, s'est avéré être maintenant, et je suis ici seul, par choix. Le voyage a failli ne pas avoir lieu. 2 semaines avant le départ, je l'ai croisé au supermarché. Il avait l'air surpris de me voir. Puis ses yeux ont parcouru mon apparence avec ce regard évaluateur familier. Je portais une robe d'été que j'avais achetée pour le voyage. Mes cheveux étaient plus longs qu'il ne les avait jamais aimés, et ma confiance en moi était visible dans ma façon de me tenir. « Tu as l'air différente », a-t-il dit en bloquant mon passage au rayon des fruits et légumes. Je me sens différente. J'ai entendu dire que tu partais en Italie. C'était censé être la destination de notre voyage de noces. Maintenant, c'est la destination de ma célébration d'un nouveau départ. Il s'est décalé, mal à l'aise. Valentine, j'ai beaucoup repensé à ce que tu as dit, sur le fait que je t'ai fait te sentir comme un lot de consolation. Je veux que tu saches que ce n'était pas vrai. Je t'aimais. Au passé. C'est noté. Je t'aime toujours. C'est juste que je ne savais pas comment gérer mes peurs face à l'engagement, au fait de vieillir et de me caser. Mais je suis en thérapie, et je commence à comprendre comment mes problèmes ont affecté notre relation. J'ai regardé cet homme qui avait autrefois été le centre de mon monde et je n'ai ressenti qu'une légère irritation face au fait qu'il me mettait en retard pour mes projets de la soirée. Je suis heureuse que tu te fasses aider, mais cette conversation arrive avec 3 mois de retard et n'a absolument plus aucune pertinence dans ma vie actuelle. Ne penses-tu pas que nous devons à nos 5 années ensemble d'essayer à nouveau? De voir si on peut surmonter ça maintenant que je comprends ce qui a mal tourné? Ce que nous devons à ces 5 années, c'est d'en tirer des leçons. J'ai appris que je mérite mieux que quelqu'un qui considère que m'aimer, c'est se contenter. Que as-tu appris, toi? Il est resté silencieux un instant. J'ai appris que j'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Non. Tu as appris que les actes ont des conséquences. Si tu avais vraiment appris que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée, tu m'aurais traité de cette façon quand tu en avais l'occasion. J'ai commencé à pousser mon caddie pour le dépasser, mais il s'est de nouveau mis en travers de mon chemin. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance,
mais je t'en demande une quand même. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner la façon dont je t'ai traité. Le reste de ta vie devrait être passé à apprendre comment valoriser les gens avant de les perdre, pour que tu ne commettes pas les mêmes erreurs avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne le passeras pas à te rattraper auprès de moi, parce que j'ai fini d'accepter des excuses à la place du respect. Alors c'est ça? 5 ans ensemble ne signifie rien. 5 ans ensemble signifie tout. Ça m'a appris exactement ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas dans ma prochaine relation. Ça m'a appris que je préfère être célibataire plutôt que d'être avec quelqu'un qui pense que je ne suis pas à la hauteur. Ça m'a appris que ma valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un choisisse ou non de l'avoir. Cette fois, quand j'ai bougé mon caddie, il n'a pas essayé de m'arrêter. Maintenant, assise dans ce café italien avec un livre que j'ai vraiment envie de lire et un verre de vin que j'ai choisi parce que je l'aime, et non parce que quelqu'un d'autre l'a approuvé, je me sens sincèrement reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Pas reconnaissante pour la douleur ou la trahison, mais reconnaissante que ce soit arrivé assez tôt pour que je puisse reconstruire ma vie, au lieu de passer des décennies avec quelqu'un qui me voyait comme son compromis raisonnable. La femme à la table à côté de la mienne a à peu près mon âge, peut-être quelques années de plus, et voyage avec son mari. Je les ai observés un peu plus tôt alors qu'ils naviguaient ensemble sur le menu, lui s'en remettant à ses compétences linguistiques, et elle s'illuminant quand il l'a complimenté sur sa prononciation des mots italiens. Ils se tiennent la main pendant qu'ils lisent, et ils la regardent de la façon dont j'ai toujours espéré que quelqu'un me regarderait, comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce. C'est ce que j'attends maintenant. Pas quelqu'un qui pense que je suis un choix suffisamment bon, mais quelqu'un qui pense que je suis le seul choix qui ait du sens pour lui. Mon téléphone vibre avec un message de sa mère, je pense à toi pendant ton voyage. J'espère que tu vis l'aventure que tu mérites. Je souris et je lui envoie en retour une photo de mes antipasties et de mon vin avec la légende, je passe le meilleur moment de ma vie. Merci de m'avoir rappelé que je mérite d'être choisi, et non d'être une option par défaut. Demain, je prends un cours de cuisine italienne traditionnelle, une chose que j'avais mentionné vouloir faire il y a des années, avant qu'il ne le rejette en disant que c'était trop cliché pour les touristes. La semaine prochaine, je pars en randonnée dans les montagnes. Puis je passerai 3 jours dans une retraite de bien-être axée sur la découverte de soi et l'autonomisation. Mais ce soir, je suis juste assise ici, reconnaissante d'avoir eu assez de respect pour moi-même pour m'éloigner de quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma valeur. Je suis reconnaissante d'avoir choisi la dignité plutôt que le désespoir, des standards élevés plutôt que le renoncement, et mon propre bonheur plutôt que d'essayer de réparer les failles de quelqu'un d'autre. Le soleil se couche sur la côte amalfitaine, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Et pour la première fois depuis des années, je ne me demande pas si quelqu'un d'autre apprécierait ce moment plus que moi. Je ne me compare pas à des femmes plus jeunes et je ne m'inquiète pas de savoir si je suis assez excitante, assez jolie ou assez tout court. Je suis juste assez, exactement comme je suis. Et un jour, quelqu'un sera assez intelligent pour le voir, et ce, dès le tout début.